Vous le sentez le roussi là? Parce que moi je le sens très 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 bien, hein. Et puis partout. Alors vraiment partout. La situation économique en Europe est catastrophique. La croissance est au plus bas. Crise immobilière en Chine, avec Evergrande placé en liquidation judiciaire. Record des taux de défaut de crédit de carte aux États-Unis. Ça sent pas bon aux quatre coins de la planète. Et pourtant, les marchés financiers traditionnels ne se sont jamais ou quasiment jamais aussi bien portés. Cette décorrélation entre la réalité économique et la situation sur les marchés pose problème. Cette décorrélation est problématique et le moment où tout ça va se rééquilibrer, on devrait faire face à une catastrophe sans précédent. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, ce matin, on va parler économie aux quatre coins de la planète, mais pas seulement, puisqu'on va avoir aussi un très gros point technique à faire sur les marchés crypto, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels. Vous le savez, on est dans la semaine de tous les dangers, une semaine déjà décisive en ce début d'année 2024, et bien évidemment, on va reparler de tout ça ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. Et je précise que depuis une semaine, ça y est, notre site internet est désormais en ligne. Donc vous pouvez aller le visiter. Vous avez aussi tous les liens en description comme d'habitude. On va commencer donc avec la situation économique en Europe qui est catastrophique à l'image de l'Allemagne. On fait face à un problème de croissance significatif. Au moment où je vous parle, les résultats viennent de tomber. Alors effectivement, on a un très léger rebond sur le glissement annuel du T4 en Union Européenne de la croissance, mais ça reste largement insuffisant. On n'a pas réussi à résoudre le problème de l'inflation et donc nos taux d'intérêt directeurs restent pour le moment très très élevés. Et pendant ce temps-là, comme je vous le disais, les indices européens, eux, se portent bien. Le CAC 40 nous a fait de nouveau plus haut. Le DAX, même chose, est toujours scotché aux alentours des 17 000 dollars. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, les marchés sont trop optimistes, sont trop ambitieux, ça je vous le dis depuis des semaines, en envisageant déjà une situation qui s'améliorerait. Mais ça ne va probablement pas arriver de sitôt. Du côté chinois, je vous le disais tout à l'heure, donc Evergrande, le plus gros promoteur immobilier du pays, a été placé en liquidation judiciaire en ce début de semaine. L'action s'est totalement effondrée en bourse avec un moins 20% en l'espace de quelques minutes. Le cours de l'action a d'ailleurs été stoppé en cours de session pour éviter une catastrophe encore plus problématique. Alors là où cette donnée elle est très importante, c'est que ça va avoir des répercussions, certes, sur l'ensemble de l'économie chinoise, mais pas seulement, puisque l'économie chinoise a un poids considérable sur l'économie mondiale, et notamment sur l'économie américaine et l'économie européenne. Donc les répercussions sur certaines classes d'actifs dans le reste du monde pourraient arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Pour le moment, les marchés ne semblent absolument pas préoccupés par ce genre d'informations, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus grave que ce que l'on pense. Et puis du côté américain, c'est aussi très problématique puisque qu'est-ce qui se passe? Les taux de défaut sont en train d'exploser sur les cartes de crédit. Alors pour vous expliquer un petit peu et pour vous mettre dans le contexte, les Américains ils ont une façon de consommer qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est-à-dire qu'ils font des crédits pour tout et rien. C'est normal, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que même par exemple s'ils vont faire leurs courses, c'est la banque qui va leur prêter l'argent nécessaire pour qu'ils fassent leurs courses et ensuite ils vont devoir rembourser la banque. Ça fonctionne comme ça depuis très longtemps. Pour faire très très simple et pour vous résumer la situation. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'Américains qui n'arrivent plus à rembourser correctement leur banque. Alors normalement, dans une situation classique, la banque, quand un client n'a pas un bon taux de remboursement, eh bien elle arrête de lui octroyer des crédits, des prêts. Le problème, c'est que si tout le monde se retrouve dans une situation où ils ne peuvent plus rembourser la banque, la banque, elle ne peut pas arrêter de donner des prêts parce que sinon la consommation tombe à zéro. Et là, vous comprenez pourquoi, en fait, on reste sur des chiffres et on reste sur des niveaux de croissance intéressants aux États-Unis. Parce que les banques continuent. Sauf qu'en face, ça va pas. Et ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Moi, ça me rappelle 2008. Ça me rappelle la crise des subprimes. C'était exactement pareil. On accorde des prêts, on accorde des crédits, on donne de l'argent, même si derrière, ça revient pas. Et alors, graphique très intéressant que je vous montre à l'écran, on se rend compte que dans l'histoire, eh bien lorsqu'on est arrivé sur des niveaux très très hauts, sur des tops comme ça de taux de défaut, eh bien c'était principalement au moment où on allait rentrer en phase de récession.
Donc oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, les risques de récession aux États-Unis ont été globalement écartés, mais comme je vous l'avais expliqué, ils pourraient refaire surface au cours de l'année 2024. Un petit peu comme par exemple on avait pu l'avoir au moment du Covid, ça pourrait créer un retracement assez fort sur les marchés. Donc cette année 2024 va peut-être être beaucoup plus compliquée que ce que l'on pense. Il faut absolument que vous ayez ça en tête. Ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. On va s'appuyer sur un point un petit peu plus technique aussi pour observer une divergence qui peut être problématique. C'est le comportement du S&P 500 vis-à-vis de celui du VIX. Il y a un problème, les deux sont en train de monter. Normalement, ce n'est pas censé arriver et quand ça arrive, c'est généralement annonciateur d'une problématique ou en tout cas d'un déséquilibre de marché. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a un des deux qui nous ment, soit le VIX, soit le S&P 500. Mais même chose, au moment où ça va se rééquilibrer, ça pourrait entraîner un retracement de manière, un retracement assez significatif, si vous voulez. D'accord? Donc ça aussi, c'est une donnée évidemment à prendre en compte. Alors effectivement, sur les marchés tradis, hier soir, on a eu une fin de session de New York assez étonnante avec le S&P 500 qui est reparti à la hausse, le Nasdaq et le Dow Jones qui nous ont fait aussi de belles impulsions haussières. Alors assez surpris, hein, puisque pour un lundi soir, sur ces créneaux-là, sur ces horaires-là, c'est assez rare hein, de voir ce genre de mouvement, sachant qu'on a des marchés qui sont un petit peu en attente des résultats macroéconomiques qu'on va avoir à partir d'aujourd'hui et tout au long de la semaine. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, on commence à rentrer dans le vif du sujet, d'un point de vue macro. Vous l'avez vu ce matin donc avec les publications de la croissance en Europe, mais dès cet après-midi aussi avec la confiance des consommateurs et le rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi. Mais il n'y aura pas que ça. On va avoir aussi beaucoup de publications d'entreprises et notamment des grosses pondérations des indices avec notamment Apple, Microsoft, UPS, Starbucks, Pfizer ou encore AMD. Donc tous ces éléments vont créer un agrégat qui va potentiellement amener de la volatilité, une certaine tension sur les marchés. Et donc il va falloir être très 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 prudent. Il faut savoir que cette journée-là, on va la voir demain, on va la voir jeudi, on va la voir vendredi. Puisque tous les jours, on va avoir des grosses publications data macro, mais aussi des grosses publications d'entreprises américaines et pas des petites entreprises. Je ne vous parle pas de la petite PME dans le Wisconsin qui vend des pneus pour Range Rover. Non, non, là je vous parle quand même de gros trucs. Encore une fois, Apple et Microsoft. Donc, après-midi assez intéressante. Bien évidemment, on suivra ça comme d'habitude en live pour la session trading du jour à partir de 15h15. En termes de prise de position, pour le moment, personnellement, sur les indices, il n'y a pas de changement. Je suis toujours en attente. J'ai tendance plutôt à avoir une réflexion vendeuse, j'ai tendance plutôt à considérer qu'on est sur des tops, mais ce n'est pas pour autant que je me surexpose sur le marché. Je préfère être patient, sachant que pour le moment, sur tous ces indices, sur toutes les unités de temps, on n'a absolument aucun signal de retournement. On n'a pas de structure de retournement. Même sur des plus petites unités de temps, 1 heure, 15 minutes, ça ne l'est pas. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas davantage d'informations qui peuvent nous permettre d'envisager justement du retournement, eh bien nous ne rentrons pas en position. Vraiment, la patience, c'est la clé. La patience, c'est la clé, les amis. Je vous le répète encore et encore, mais c'est vraiment indispensable. Ok, donc voilà du côté du marché indice. Du côté du marché Forex, donc on est arrivé au terme de notre position sur Euro-USD, d'accord, position qu'on travaille depuis le début du mois, qu'on avait d'ailleurs renforcé la semaine dernière sur ce top. Et globalement, vous voyez, c'est la même zone qu'on a travaillé sur toute l'année 2023 qui fonctionne encore sur ce début d'année 2024. Donc cette zone de polarité, cette zone de résistance des 1.1, elle fonctionne du feu de Dieu et elle nous a permis à nouveau de réaliser de très très belles performances. Bon, pour le moment, on a un dollar qui est scotché, qui est très très calme, donc je ne reprends pas forcément de position. D'ailleurs, c'est plutôt logique, le dollar est en attente du FOMC de demain. On a le taux à 10 ans aussi qui ne bouge plus depuis environ 2 semaines, donc relativement peu de volatilité à prévoir. Là où ça va être intéressant cette semaine, ça va être sur la livre sterling. On vous en a parlé dans le serveur Discord. Globalement, on va être plutôt vendeur sur la livre, donc que ce soit face au dollar, que ce soit face au dollar australien, ou même par exemple au yen japonais, on a plutôt des positions à la vente sur le GBP USD. Donc si vous voulez voir ça en détail, je vous invite à venir voir ça dans le serveur Discord comme d'habitude. C'est là-bas qu'on vous partage toutes nos analyses, toutes nos prises de position.
Et pour finir sur les marchés financiers traditionnels, du côté des matières premières, donc fin de position aussi sur le pétrole, comme vous voyez juste ici, c'est surtout le gold qui nous intéresse sur ce début de semaine. Donc là, très intéressant ce qui nous a fait le gold, et je m'apprête à rentrer en position short. Pourquoi? Parce que regardez, on est toujours dans une structure baissière avec MSS, BOSS, et là ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu swept les 3 highs qu'on avait laissés la semaine dernière. On est venu les swept, mais en venant clôturer en dessous. Donc là, probablement, on va pouvoir se positionner à la vente avec des objectifs de retracement en direction des 1980-1990 points dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, soyez très prudents les amis. Mais voilà le biais que j'ai actuellement sur le gold. Évidemment, ça dépendra aussi des données macroéconomiques qui vont être publiées tout au long de la semaine. Donc on va rester extrêmement prudent à nouveau sur ces types de positions. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va désormais basculer du côté du marché crypto avec là aussi pas mal de choses à dire. Vous le voyez à l'écran, un marché crypto dans le vert. De toute façon, globalement, la quasi-totalité des marchés sont dans le vert. Donc un marché crypto qui se porte bien avec un Bitcoin qui a repassé les 43 000 $, Ethereum qui a repassé les 2300 $ et certains altcoins dont on va parler ce matin qui font parler d'eux, Solana notamment qui repasse au-dessus des 100 $, le Tao qui nous fait un nouvel ATH, mais ce ne sont pas les seuls, on a aussi Rune, STX, RNDR ou encore Orzi qui nous font des performances intéressantes. Alors que se passe-t-il sur les cryptos? Que se passe-t-il sur Bitcoin? À quoi faut-il s'attendre? Moi, pour vous faire très très simple, j'ai 2 scénarios types. Soit on va tout simplement prolonger cette tendance haussière directement vers les 45 500 $, auquel cas je me positionnerai en short seulement à partir de ce moment-là. Ou alors la deuxième option, ça va être de venir chercher une respiration vers les 45 500 $ et ensuite partir à l'achat sur ce niveau-là vers les 45 500 $. Pour le moment, on reste dans une structure haussière, donc je vais privilégier plutôt des positions à l'achat. Donc là, la situation c'est quoi? C'est on patiente, on attend, on observe. C'est très très important les amis en trading. Des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Donc si le marché ne nous offre pas la possibilité de nous positionner dès maintenant sur le marché, eh bien on patiente. Et là, ce qu'il faut faire, c'est patienter. Alors effectivement, si vous êtes plutôt téméraire, vous pouvez considérer que là, on est venu swept le high de mardi dernier, et donc qu'on devrait naturellement venir chercher du retracement, une certaine respiration, au minima sur ces lots, voire, selon moi, plutôt vers les 40 500 $. Mais si le marché a suffisamment de force, on pourrait très très bien aussi prolonger cette tendance haussière. Alors du côté des data d'order flow, on voit que bien, globalement, on a un prix donc, qui est haussier avec un open interest aussi qui ne fait que monter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes sur le marché. Qu'est-ce que c'est le open interest? Je vous le rappelle, c'est la somme de toutes les positions ouvertes sur les contrats dérivés, achat et vente. Ok? Actuellement, donc, la majorité de ces prises de position, elles sont plutôt à l'achat. On le voit notamment au vu du comportement des fundings. Et on se rend compte que sur les spots, on est aussi reparti à l'achat. Donc là, on a un consensus un petit peu de tous les acteurs du marché qui sont plutôt acheteurs, qui sont plutôt haussiers. Est-ce qu'ils vont être capables de prolonger ce mouvement haussier ou est-ce que malheureusement, ils vont être trop faibles et dans ce cas-là, on va venir les liquider avec un long squeeze? Ça, c'est la grande question et c'est une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement prudent. D'ailleurs, je vous ai partagé l'order book et les maps de liquidation actuellement sur le marché. Et on se rend compte qu'on est dans une sorte de no man's land avec 2 grosses zones de liquidation des 2 côtés. On est un petit peu dans le creux de la vallée, si vous voulez, et des 2 côtés, donc en bas et en haut, plutôt au nord et au sud si on regarde le graphique, vous voyez ce que je veux dire? Et bien en fait, on a 2 grandes montagnes là, avec énormément de liquidation. Donc là aussi, c'est très compliqué dans ce genre de situation. Eh bien, d'identifier des scénarios et surtout de prendre des décisions. Parce que du coup, si on prend une décision dans ce genre de situation, eh ben on s'expose à un risque beaucoup plus important. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Donc globalement, vous l'avez compris, sur le marché crypto, je suis particulièrement patient et je laisse un petit peu tourner les positions qui sont en cours. Je pense notamment à celle de Solana, qu'on est en train de travailler depuis plusieurs jours maintenant, qui se passe vraiment merveilleusement bien. Donc là, vous voyez, on était venu liquider, on était venu swept tous les lots qui sont ici. Et hop, là, on se dirige désormais vers tous les highs sur lesquels on a laissé de la liquidité. Donc franchement, si vous avez suivi cette position, n'hésitez pas à prendre des profits, remonter vos SLABE, et puis vous laisser tourner potentiellement, si le marché reste haussier, le Solana sera en capacité d'aller chercher
selon moi 120 voire 130 dollars sans aucun problème, hein. Ça je pense que c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose d'ailleurs sur le XAI, hein, qui se passe très très bien. Et puis ce matin on va parler de la star du jour, donc le Tao. Le Tao qui est un très bon projet, secteur de l'intelligence artificielle qui surperforme le marché depuis une semaine. Alors le Tao, moi j'en avais acheté en 2023, j'en avais revendu beaucoup trop tôt aux alentours des 95 dollars. Et puis je m'étais repositionné au début du mois aux alentours des 200 dollars, hein, je vous l'avais annoncé dans le serveur Discord. Donc là, j'ai pu prendre un petit peu de profit sur les 370 dollars. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de casser la structure, on est en train de partir en découverte de prix, et potentiellement le Tao pourrait de nouveau nous refaire une impulsion haussière comme celle-ci, un petit peu à la INJ, hein, comme on avait pu le voir sur la fin 2023. Donc assez intéressant. Maintenant, bon bah moi, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup ma prise de position ici a été vraiment petite parce que ma taille de position était très raisonnable étant donné que c'était une première entrée. Mon but c'était quand même de me positionner un petit peu plus bas, étant donné que je m'attendais quand même à une respiration un petit peu plus profonde, un petit peu plus basse sur le Tao. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc après, c'est pas impossible que si on a un retracement plus important du marché crypto, que dans les semaines à venir, on revienne plus bas, hein, c'est pas impossible. Mais c'est quand même sacrément bullish qui nous fait le Tao en ce moment. Alors attention, si vous n'êtes pas déjà dans le mouvement, n'essayez pas de rentrer forcément maintenant parce que ça peut être un petit peu tardif et vous risqueriez de vous positionner au top. D'accord? Donc attention à ne pas rentrer sur la TH. En tout cas, Tao, ça reste un projet très très intéressant pour moi qui a beaucoup de potentiel. C'est pas un conseil d'investissement encore une fois. Faites vos propres recherches. Mais secteur de l'intelligence artificielle, donc naturellement, derrière il y a des choses en plus qui sont solides. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu, dites-moi dans les commentaires si vous avez du Tao dans votre portefeuille et si oui, à quel prix vous êtes rentré, ça m'intéresse particulièrement. Voilà les amis, on va arriver au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et on se retrouve dès cet après-midi et tout au long de la journée dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.